Aujourd'hui, le thème de ce webinaire est la bioimpédancemétrie et le diagnostic nutritionnel. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer comment utiliser la bioimpédancemétrie dans le diagnostic nutritionnel. Donc, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Salomé Cohen, je suis diététicienne nutritionniste. Donc, je suis diététicienne au sein de la société Biodi. Donc, c'est moi qui suis en charge de toutes les formations sur les 2 impédancemètres que l'on propose, donc le Biodi Coach et le Biodi Expert. J'anime également des webinaires toutes les semaines, donc je les anime soit seule comme aujourd'hui, soit avec des intervenants. Donc, chaque semaine, il y a différents thèmes de webinaires. Et je suis également diététicienne en libéral et donc j'ai aussi la chance de pouvoir utiliser le Biodi Expert avec mes patients. Donc, en ce qui concerne le plan de ce webinaire, donc dans une première partie, donc on va revoir qu'est-ce que la bioimpédancemétrie, son principe, comment cela fonctionne. Dans une deuxième partie, je vous présenterai rapidement le Biodi Expert. Dans une troisième partie, nous verrons l'intérêt de l'analyse de la composition corporelle. Dans une quatrième partie, on verra en quoi le Biodi Expert peut aider au diagnostic nutritionnel. Et dans une dernière partie, il y aura une petite session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez dès à présent nous les poser dans le chat. Et à la fin de ce webinaire, avec Pierre, on répondra à vos questions. Donc, qu'est-ce que la bioimpédancemétrie ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, c'est une méthode d'analyse de la composition corporelle non invasive et indolore. Donc, le principe est assez simple. Donc, on va générer un courant électrique de faible intensité à partir d'électrodes. Et ce courant électrique va circuler dans le corps grâce aux électrolytes qui sont contenus dans l'eau. Donc, le courant va traverser tous les tissus, hormis le tissu adipeux qui ne peut pas être traversé. Et ces tissus vont poser des résistances au passage du courant. Donc, ces résistances vont être mesurées, c'est ce qu'on appelle les impédances, c'est ce que l'appareil va recueillir. Et ces impédances vont par la suite être interprétées grâce à des algorithmes de référence. Les résultats vont ensuite nous permettre de quantifier les différents compartiments clés de la composition corporelle. Vous l'avez compris, ce sont à partir des impédances, de la résistance des tissus au passage du courant, que l'on va pouvoir déterminer les différents compartiments clés de la composition corporelle. Donc, pour bien comprendre le principe, nous avons schématisé le principe de la bioimpédancemétrie avec une petite vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, le courant électrique va traverser tous les tissus, hormis le tissu adipeux. Pourquoi le tissu adipeux ne peut pas être circulé par le courant électrique ? Parce que le tissu adipeux est très faible en eau, il contient environ 15%. Et ce tissu adipeux va agir comme un isolant au passage du courant, de par la faible teneur en eau. Du coup, le tissu adipeux est obligatoirement déduit des autres compartiments en bioimpédancemétrie. Donc, il existe différents modèles de compartiments. Donc, la bioimpédancemétrie peut découper le corps en différents modèles. Donc, par exemple, on va retrouver en haut ici donc, le modèle à 2 compartiments. Donc, ici, on va distinguer uniquement la masse hors graisse. Donc, la masse hors graisse va regrouper donc, toutes les protéines, toute l'eau et tous les minéraux. Et d'une autre partie, on aura la masse grasse. Donc, comme je vous ai dit que la masse grasse ne pouvait pas être calculée, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du poids, on va calculer la masse hors graisse. Et le différentiel entre les deux nous donnera la masse graisseuse. On va avoir également le modèle à 3 compartiments. Donc là, dans le modèle tricompartimental, donc cette masse hors graisse que nous venons de voir maintenant va être subdivisée en 2 entités. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir la masse maigre souple d'un côté. Donc, ce qu'on appelle masse maigre, c'est l'eau et les protéines. Et on va avoir également le contenu minéral osseux d'une autre partie. Et bien sûr, on retrouve toujours notre masse graisseuse. Le modèle à 5 compartiments, donc c'est le modèle le plus complet, tout ce qu'on peut découper en bioimpédancemétrie. Donc, on va retrouver les protéines actives, donc les protéines métaboliques, donc ce sont les protéines qui sont contenues dans les cellules. Donc, on va pouvoir le calculer en bioimpédancemétrie. L'eau totale, on va pouvoir la subdiviser en 2 compartiments. Donc, on va avoir d'une part l'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire. On va également pouvoir calculer les solides extracellulaires. Donc, ce que j'entends par solide extracellulaire, c'est le contenu minéral osseux et les protéines de soutien, comme le collagène ou encore l'élastine, qui vont intervenir dans la structure de la peau ou encore la consolidation de la masse osseuse. Et bien sûr, nous retrouvons notre masse graisseuse. Donc, si vous avez des questions sur les modèles de compartiments, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Et on y reviendra si vous souhaitez à la fin du webinaire, si vous souhaitez davantage d'explications.
Donc, en ce qui concerne la présentation du Biodi Expert, donc le Biodi Expert, il est représenté ici. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de déterminer d'une manière précise la composition corporelle de vos patients. Donc, il y a plusieurs professionnels qui utilisent à ce jour le Biodi Expert. Donc, on va retrouver tout d'abord une partie des professionnels de santé, que ce soit des médecins. On va retrouver également les professions paramédicales, donc les kinés, les diététiciens, les infirmiers, les naturopathes. Il y a pas mal de professions qui ont acquis le Biodi Expert. On va aussi toucher les coachs sportifs, les clubs de sport d'un assez haut niveau, les centres de remise en forme, donc tout ce qui est club fitness, centre de thalassothérapie. Et aussi, on peut aussi également toucher tout ce qui est partie esthétique. Donc, les avantages du Biodi Expert. Donc, le Biodi Expert, donc vous pouvez le voir, donc c'est un appareil assez léger. Donc, ce qui est bien avec le Biodi Expert, c'est que c'est un dispositif main-pied. Donc, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le courant électrique va toujours suivre le courant le plus court, toujours suivre le chemin le plus court dans l'organisme. C'est-à-dire, par exemple, les balances qui existent sur les marchés, donc tout ce qui est balance type pied-pied, et qui vont vous donner une analyse également de la composition corporelle. Donc, ces balances vont mesurer uniquement le bas du corps. C'est-à-dire que le haut du corps est estimé en aveugle. Il en va de même pour les balances qui utilisent que les mains. C'est uniquement le haut du corps qui est mesuré et le bas du corps est déduit. Donc, de ce fait, suivant le profil de l'individu, que ce soit un profil androïde ou encore un profil gynoïde, les résultats vont être largement imprécis avec ce type de dispositif. Donc, nous, pour une plus grande précision, donc on a opté pour un dispositif main-pied afin de tenir compte du corps entier. C'est-à-dire qu'avec le Biodi Expert, le haut du corps et le bas du corps vont être calculés. Donc, comment on fait? Donc, nous avons positionné des électrodes. Donc, au moment de la prise de mesure, donc, les mains seront mises sur les électrodes. Et ces électrodes ici vont toucher l'arrière de la malléole. Du coup, grâce à ça, on va pouvoir calculer l'ensemble du corps. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le Biodi Expert est un appareil multifréquence. Donc, il y a 5 fréquences qui sont utilisées. Donc, il existe aussi sur le marché des appareils monofréquences qui, eux, vont utiliser qu'une seule fréquence. Donc, en ce qui concerne les appareils monofréquences, donc les premiers dispositifs de bioimpédance-métrie ont été réalisés sur la base d'une seule fréquence. Donc, c'était une fréquence à 50 kHz. L'inconvénient avec ce type d'appareil, c'est qu'on ne pouvait pas avoir la différenciation entre l'eau totale, l'eau extracellulaire ou encore l'eau intracellulaire. Et les données étaient assez limitées, on se limitait à 2-3 compartiments. Avec les appareils multifréquences, donc on va pouvoir obtenir beaucoup plus d'informations. Par exemple, on va pouvoir calculer l'eau totale et l'eau extracellulaire pour pouvoir déduire l'eau intracellulaire. On va pouvoir avoir beaucoup plus de résultats disponibles. Donc avec le Biodi Expert, il y a 18 indicateurs qui sont disponibles. Donc, on va pouvoir quantifier, par exemple, la masse cellulaire active, la masse protéique métabolique, le contenu minéral osseux, l'angle de phase. Donc, ce sont des véritables marqueurs physiologiques. Et tous ces résultats vont être, bien sûr, obtenus avec beaucoup plus de précision, vu que c'est un appareil qui utilise plusieurs fréquences. Le Biodi Expert est également un appareil multi-algorithme. Donc, pour m'expliquer, donc les données électriques qui vont être recueillies grâce à l'impédance-mètre vont être tout simplement le reflet peut-être les résistances des tissus au passage du courant. Donc, ce qu'on va mesurer, ce sont des impédances. Mais une fois qu'on a ces impédances, il va falloir interpréter ces mesures. Et bien sûr, il faut interpréter ces mesures en respectant le profil de la personne, c'est-à-dire en prenant en compte sa taille, son poids, son sexe et son âge. Donc, c'est pour cela que pour obtenir une bonne analyse, on va disposer d'équations différentes pour interpréter, par exemple, l'eau totale, l'eau extracellulaire, la masse hors graisse, la masse osseuse, la masse musculaire squelettique. Voilà, on dispose d'algorithmes, plusieurs algorithmes qui vont permettre d'obtenir plusieurs résultats. Les systèmes mono-algorithmes, donc il en existe également sur le marché, et eux ne vont interpréter que l'eau totale, et tout le reste du corps, tous les autres compartiments vont être déduits, d'où la moins bonne fiabilité des résultats. En ce qui concerne la prise de mesure, donc avec le Biodi Expert, elle est très rapide. Comme je vous ai dit déjà, c'est un appareil assez léger, donc il mesure 300 grammes, donc on peut l'amener de partout. Donc on a une petite housse avec, donc on peut vraiment l'emmener de partout.
Donc, ce qui est bien, c'est que la prise de mesure est assez rapide. Elle prend environ 10 secondes. Donc, la personne a juste à être positionnée sur une chaise non métallique, ramener sa jambe droite vers l'intérieur, se tenir droit et venir positionner l'appareil sous les malléoles du pied droit. Donc, vraiment, la mesure est assez rapide. Donc, ce qui est bien avec le Biodi Expert, c'est qu'on n'a pas besoin d'électrodes. Hein. Les électrodes sont déjà intégrées. Donc, il y a certains impédancemètres sur le marché qui fonctionnent encore de cette façon. Et cela vous permet, avec le Biodi Expert, d'éviter les coûts non négligeables des électrodes, puisque elles sont quand même, ça représente quand même un coût supplémentaire, sachant qu'il faut, pour une mesure, environ 4 électrodes. Et pour finir, donc, c'est le logiciel d'exploitation, donc le logiciel qui va vous permettre d'obtenir les résultats de mesure est un logiciel connecté. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez consulter les résultats n'importe où que vous soyez. Il vous suffit juste d'avoir une connexion Internet. Donc, le logiciel s'appelle Biodi Manager. Donc, ça, c'est le logiciel où vous pourrez consulter tous les résultats. Et en ce qui concerne l'application de synchronisation des mesures, donc elle est disponible sur tous les stores. Donc, sur l'App Store, sur Android, sur le Windows ou sur les iPhones. Donc, vous avez juste à télécharger l'application. C'est l'application qui va vous permettre la synchronisation des mesures. Et une fois que la mesure est faite, vous vous dirigez directement sur le site internet Biodi Manager. Et là, vous pourrez consulter les résultats. Voilà pour cette partie, pour la présentation du Biodi Expert. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas aussi à me les poser. Et j'y répondrai à la fin de ce webinaire. Donc, en ce qui concerne l'intérêt de l'analyse de la composition corporelle, donc, pour évaluer l'état nutritionnel d'un patient, on va généralement utiliser le poids. Or, le poids ne suffit pas. Pourquoi? Puisque le poids, c'est la somme de la masse grasse en kilos, de la masse sèche en graisse, donc c'est-à-dire des protéines et des minéraux, et c'est également la somme de toute l'eau, donc l'eau extracellulaire et l'eau intracellulaire. Donc, quand on a un poids sur la balance, on ne sait pas comment sont répartis ces trois compartiments. Donc, grâce à la bioimpédancemétrie, vous allez pouvoir suivre d'une manière assez précise les différentes composantes du poids, et surtout, vous allez pouvoir suivre les évolutions entre deux mesures. Donc, ce qui est bien avec la bioimpédancemétrie, c'est que ça va, par exemple, vous permettre de dépister précocement des pertes de poids. Donc là, on va tirer le premier intérêt de la bioimpédancemétrie. Je prends un exemple d'une patiente dénutrie qui fait de la rétention d'eau due à une pathologie cardiaque, par exemple. Donc, cette patiente va peut-être apparaître avec un poids normal sur la balance, donc l'IMC dans les normes. Donc là, l'IMC est faussé de par la rétention d'eau. Et si on fait l'analyse avec la bioimpédancemétrie, on pourrait observer une diminution de la masse grasse, une diminution de la masse sèche en graisse et une augmentation de l'eau. Donc là, c'est l'intérêt de la bioimpédancemétrie. Ça vous permet vraiment de suivre les différents compartiments corporels, mais également leur évolution. Donc, c'est un outil qui est assez pertinent, surtout dans la prise en charge de certaines pathologies. Donc, pour faire le diagnostic nutritionnel, il va falloir quantifier d'une manière précise les compartiments clés de la composition corporelle. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Biodi Expert vous présentait 18 indicateurs. Donc, on va retrouver des indicateurs énergétiques. Donc, on va retrouver le métabolisme de base, donc qui reprend toute l'énergie nécessaire à l'organisme au repos. Donc, ce qui est bien avec ce métabolisme de base, c'est qu'il est réajusté à la personne, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de la masse sèche hors graisse, c'est-à-dire si nous avons une personne musclée en face de nous, ce métabolisme de base sera adapté à la personne. On retrouve également la dépense énergétique. Donc ici, c'est tout simplement le métabolisme de base multiplié par un coefficient du niveau d'activité physique. Ce qui est bien, c'est que vous retrouvez également des apports conseillés inférieurs et supérieurs qui sont adaptés à la personne en fonction de l'excès de masse grasse. Donc pour ça, j'y reviendrai plus tard dans les études de cas pour vous montrer un petit peu l'intérêt de cette dépense énergétique. Vous retrouvez également des indicateurs tissulaires. Donc on va retrouver par exemple la masse grasse à hydratation constante. Donc ici, c'est l'ensemble du gras que l'on a dans le corps, quelle que soit la localisation anatomique, mais on retrouve cet indicateur qui est assez intéressant. Donc ici, on va recalculer le pourcentage de masse grasse avec un poids où l'hydratation est parfaite. Donc on ne tiendra pas ici compte des fluctuations d'eau, c'est-à-dire que peu importe qu'une personne soit surhydratée ou déshydratée, le pourcentage de masse grasse restera le même. Donc ça, c'est assez intéressant.
puisque souvent, si nous avons une personne surhydratée, par exemple, le poids va augmenter. Et comme pour calculer le pourcentage, nous prenons tout simplement le poids de la masse grasse de la personne sur le poids total, et ben, il peut un petit peu être sous-estimé de par le fait que le poids soit plus important du fait que la personne fasse de la rétention d'eau. Donc ici, on enlève toutes les fluctuations d'eau, donc ça vous donne un résultat assez précis au niveau de l'évaluation de la masse grasse. En ce qui concerne la masse musculaire squelettique, donc j'y reviendrai plus tard dans l'analyse des études de cas, c'est l'ensemble des tissus qui sont rattachés, l'ensemble des muscles qui sont rattachés au squelette. Donc vous retrouvez deux petits indicateurs aussi intéressants en dessous. La masse sèche graisse, donc c'est le poids des protéines et des minéraux. Donc là, c'est un indicateur assez intéressant puisque les fluctuations d'eau ne peuvent pas intervenir sur ce résultat-là. Et vous retrouvez également la masse en graisse, donc on verra plus tard avec l'index FFMI, qui est un indicateur assez intéressant, surtout dans le dépistage de la dénutrition. On retrouve également des indicateurs hydriques. Donc là, je les ai pas tous mis, il en manque un. Mais ce qui est bien, c'est on dispose de plusieurs indicateurs pour évaluer l'hydratation des personnes. Et ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs indicateurs et en fonction de l'excès de masse grasse, on aura tel ou tel indicateur qui sera le plus adapté à la personne. On retrouve également l'équilibre hydrique. Donc là, c'est un indicateur qui sera surtout intéressant dans l'évaluation, dans le cadre des pathologies cardiaques et rénales, avec la répartition entre l'eau extracellulaire et l'eau intracellulaire. Donc là, je vous ai pris un exemple d'une analyse corporelle d'un patient et de son interprétation. Donc c'est un patient assez jeune, 45 ans, 62 kg pour 1m68. Donc en ce qui concerne la synthèse, donc la synthèse est présentée dans chaque tableau de bord. Donc elle est représentée ici. Donc c'est une représentation assez globale des résultats de la mesure avant de rentrer dans le détail de chaque indicateur. Donc, vous avez 3 parties au niveau de cette synthèse. Vous allez retrouver les écarts théoriques au-dessus. Donc, si on regarde pour ce patient, on voit qu'il y a un léger excès de masse grasse par rapport à la référence. La masse musculaire, donc, elle est assez bonne, hein, elle se situe dans les normes. En ce qui concerne le volume hydrique, donc l'hydratation de la personne, on voit qu'elle est un petit peu déficitaire par rapport à la référence. Bon, ça reste quand même proche de la norme, hein. Vous voyez que le chiffre reste quand même dans les zones vertes. Vous avez une cible au milieu, donc là pour ce patient, on voit qu'il y a un assez bon équilibre, hein. Donc il y a certains indicateurs qui sont dans la zone verte foncée, et sinon les autres indicateurs sont dans la zone verte claire, donc c'est proche de la norme, donc pas d'inquiétude ici. Et en ce qui concerne les indices, vous les retrouvez ici en dessous, donc ces indices chiffrent un petit peu l'équilibre de la personne. Donc l'objectif c'est d'être autour de 1, donc on voit ici que pour ce patient c'est assez proche de l'équilibre, assez proche de 1. Donc, en ce qui concerne l'indice de masse grasse et de charge totale, on voit qu'on est légèrement supérieur à 1. Donc, l'indice de masse grasse est dû un petit peu à l'excès de masse grasse et la charge en muscle. Donc, ici, on va reprendre le poids de la masse musculaire et la masse osseuse. Donc, il est un petit peu légèrement supérieur à 1, mais pas d'inquiétude, hein, ça reste quand même dans les normes. Et en ce qui concerne l'indice de masse musculaire, donc il est proche de 1, l'indice de masse osseuse un peu bas, mais il reste quand même proche de la norme. Et la charge en muscle est assez bien équilibrée également. Donc, si on analyse un petit peu les indicateurs, donc je ne vous ai pas tout mis, je vous ai mis quelques pour vous montrer un petit peu comment se présentent les indicateurs. Donc, vous avez l'angle de phase ici. Donc, chez ce patient, 5,9, c'est un bon angle de phase. Donc, c'est un patient pas très sportif. Donc, l'angle de phase, c'est un indicateur qui va vous permettre de situer l'état de forme, l'état de santé cellulaire. Donc, on va envoyer un petit courant électrique au niveau des membranes cellulaires afin de tester la réactivité et la réceptivité des membranes cellulaires face à ce courant. Donc, on retrouve également la dépense énergétique. Donc là, il y a un petit excès de masse grasse. Du coup, là, les apports conseillés inférieurs et supérieurs sont légèrement inférieurs à la valeur calculée afin de créer un petit déficit calorique et de faire rééquilibrer la masse grasse de la personne. Si on retrouve la masse grasse à hydratation constante, donc on voit que la personne a un assez bon pourcentage. Hein. Pour les hommes, on estime la moyenne entre 14 à 25%. Bon, il y a un léger excès de masse grasse, mais c'est pas non plus inquiétant. La masse musculaire squelettique, donc elle est dans les normes, elle est légèrement inférieure, mais bon, ça reste quand même une bonne masse musculaire. Et l'hydratation, un petit peu en dessous de la référence. Donc là, on pourrait par exemple conseiller à la personne de boire davantage dans un premier temps. Donc,
on va voir maintenant comment la bioimpédancemétrie peut aider au diagnostic nutritionnel. Donc, le BioDi-Expert est intéressant dans le diagnostic nutritionnel puisqu'il peut être utilisé pour dépister la dénutrition, la sarcopénie, l'ostéoporose ou l'ostéopénie, les maladies rénales, les maladies cardiovasculaires, le surpoids, l'obésité. Et surtout, c'est un outil assez intéressant dans le suivi des pertes de poids et les suivis de prise de poids, prise de masse, surtout chez les sportifs. Donc là, on voit un petit peu dans une globalité, mais il y a plusieurs webinaires qui vont suivre celui-ci, où là, on va reprendre dans le détail chaque pathologie et comment utiliser d'une façon assez précise l'appareil en fonction des pathologies. Donc, il y aura des intervenants qui interviendront également pour parler de leur expérience. Donc là, par exemple, je vais vous parler rapidement de comment cet appareil peut aider au diagnostic de la dénutrition, par exemple, et de la sarcopénie. Donc, je vous ai pris une de mes patientes qui a 67 ans, 1m65 et qui pèse 54 kg. Donc, si on regarde sa masse grasse à hydratation constante, donc on voit que cette masse grasse est légèrement supérieure à la référence, donc de 180 grammes à peu près. Ce qui est bien, c'est de suivre l'historique. Vous voyez que vous avez un historique ici. Bon, attention, avec la masse grasse, on peut souvent observer une diminution dans de nombreux cas, mais cette masse grasse peut rester d'un niveau élevé, même lorsque le patient est diagnostiqué dénutri. C'est ce qu'on va voir ici. Là, la masse grasse est légèrement supérieure à la référence, alors que cette patiente va être dénutrie. L'IMC, pareil, peut rester dans les normes alors que le patient est dénutri. Donc, c'est là où on va tirer l'intérêt de la bioimpédancemétrie, puisqu'on va pouvoir analyser dans le détail tous les indicateurs. Donc, la masse grasse, elle a quand même chuté, si on regarde l'historique, mais bon, elle reste quand même d'un niveau élevé, donc ça peut être trompeur. Donc, on ne va pas regarder uniquement la masse grasse, on va plus regarder la masse musculaire squelettique. Donc, dans la masse musculaire squelettique, par exemple, ici, on observe une valeur calculée qui est faible comparée à la référence. Donc, on a moins 3 kg par rapport à la référence. Si on regarde l'historique, on voit qu'il diminue. Donc, il y a bien une diminution de la masse musculaire squelettique. Il y a eu également une diminution de l'index SMI que l'on retrouve ici. Donc, l'index SMI, c'est l'index de masse musculaire qui reprend tout simplement le poids de la masse musculaire sur la taille au carré. Donc, lorsque les personnes sont dénutries, vous allez observer une diminution également de cet index. Et en dessous, vous retrouvez le rapport sur la MHG. Donc, ça aussi, c'est un rapport assez intéressant, puisqu'ici, on va comparer la masse musculaire de la personne par rapport à sa masse en graisse. Donc, en ce qui concerne les valeurs de référence, pour les femmes, elle est de minimum 49%. Donc, ici, on voit qu'elle est bien en dessous. On se retrouve à 47%. Donc, il y a bien une masse, la masse musculaire de la personne est bien insuffisante par rapport à sa masse en graisse. Donc, là, ici, on soupçonne une dénutrition. Avec ces deux premiers indicateurs, on peut vite poser le diagnostic. La masse musculaire squelettique des membres, donc là, ça va être un indicateur assez intéressant. On va quantifier le poids des muscles que l'on a au niveau des membres. Donc, bras, jambes et une partie des fessiers. Donc, ce qui est bien au niveau de cet indicateur, c'est que vous retrouvez l'index ASMI, que cet index est utilisé dans le dépistage de la sarcopénie. Donc, comment est calculé cet index? C'est tout simplement la masse musculaire squelettique des membres sur la taille au carré. Et pour les valeurs retenues, donc c'est les valeurs qui sont préconisées par la Haute Autorité de Santé, donc pour le dépistage de la sarcopénie. Donc, pour les hommes, cette valeur ne doit pas être inférieure à 7,26 et pour les femmes, elle ne doit pas être inférieure à 5,45. Donc, la semaine prochaine, on aura un intervenant, Jean-Pierre Mans, qui interviendra pour parler de la sarcopénie. Donc, comment lui utilise comment il utilise le BioDi-Expert, comment il s'en sert quotidiennement pour aider avec ses patients sarcopéniques. Donc, lui, il rentrera beaucoup plus dans le détail de cet indicateur, notamment. Donc, c'est la semaine prochaine, jeudi prochain à 13h. La masse en graisse ici. Donc, ici, on va quantifier le poids de la personne moins la masse grasse. Donc, on va avoir ici la masse maigre et le contenu minéral osseux. Donc, protéines au total et minéraux. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez l'index FFMI ici. Donc, cet index, c'est un alternatif à l'IMC. Ici, il va tenir compte uniquement de la masse musculaire de la personne.
Donc, vous avez la limite inférieure ici. Donc, cet index est utilisé dans le dépistage de la dénutrition. Donc, cet index également est préconisé par la Haute Autorité de Santé. Donc, la valeur pour les hommes ne doit pas être inférieure à 17 et pour les femmes ne doit pas être inférieure à 15. Donc là, on voit bien que chez cette patiente, elle était bien inférieure l'index glycémique était bien inférieur à la limite. Et en ce qui concerne l'index FFMI, il est en dessous de la limite. Donc là, on peut bien poser d'une part le diagnostic de sarcopénie et de deux, la dénutrition. Donc, on avait plusieurs indicateurs déjà qui nous avaient mené à ce diagnostic. La masse musculaire, la masse grasse qui diminue aussi. Enfin, je ne l'ai pas noté, mais cette patiente a perdu du poids au cours du temps. Il y a plusieurs critères qui ont permis de poser le diagnostic de la dénutrition. Et la bioimpédancemétrie, ça m'a vraiment aidé à voir vraiment comment les compartiments évoluaient au cours des semaines. La masse sèche en graisse, donc ici, on va quantifier le poids des protéines et des minéraux. Donc là, c'est vraiment un indicateur très pertinent, très intéressant dans le cadre de la dénutrition. Pourquoi? Puisque comme dans la masse musculaire squelettique, donc on peut suivre l'évolution, c'est intéressant. Mais la masse musculaire squelettique peut être un petit peu influencée par les fluctuations d'eau. C'est-à-dire que si une personne a un excès, par exemple, fait de la rétention d'eau, cette masse musculaire peut un petit peu être surestimée par rapport à la réalité. Ici, la masse sèche en graisse, donc ici, on est vraiment sur du poids sec, les protéines et les minéraux. Donc, si vous observez une diminution, donc c'est vraiment que la personne, c'est significatif au niveau des protéines. Donc là, par exemple, chez cette patiente, si on regarde l'historique, on voit bien que cette masse sèche en graisse diminue en cours des séances. Donc, ça signifie bien que l'organisme vient puiser son énergie au niveau des réserves protidiques puisque ce chiffre-là diminue. Vous retrouvez également la masse cellulaire active, donc c'est un indicateur ici intéressant. Ici, on va quantifier l'ensemble des cellules actives du corps. C'est vraiment un indicateur qui va vous permettre de voir un petit peu comment se situe l'état des cellules au niveau de la quantité. Donc là, par exemple, chez cette patiente, on observe une diminution de la masse cellulaire active. Donc les cellules sont composées majoritairement d'eau et de protéines. Donc comme on a vu que cette personne a perdu de la masse musculaire, a perdu des protéines, donc forcément ce chiffre diminue en parallèle. Donc on observe bien une diminution de la masse cellulaire active. Et si on regarde la masse protéique métabolique ici, donc ici ce sont les protéines contenues dans les cellules, donc les protéines intracellulaires. Donc là aussi, on observe sans surprise une diminution de la masse cellulaire active, une diminution des protéines, donc qui est causée par si la masse cellulaire active diminue, en parallèle, la masse protéique métabolique diminue. On va passer maintenant donc, au diagnostic de surpoids et d'obésité. Si vous avez des questions sur la dénutrition et la sarcopénie, n'hésitez pas à me les poser. Mais comme je vous ai dit, Jean-Pierre Mons reviendra beaucoup plus en détail la semaine prochaine sur cette pathologie. En ce qui concerne le diagnostic de surpoids et d'obésité, donc la bioimpédancemétrie est un outil assez intéressant, surtout pour suivre les évolutions. Donc ici, j'ai pris une patiente qui a 42 ans, 1m58 pour 132 kg. Donc au niveau de la synthèse, on observe pas mal de déséquilibres, on observe un excès de masse grasse assez important. Donc un excès de masse grasse de presque plus 30 kg, donc le chiffre se situe dans la zone rouge. La masse musculaire a une très bonne masse musculaire, presque plus de 17 kg par rapport à la référence, et un volume hydrique assez faible. On a un déficit hydrique qui est assez considérable, moins 6 litres d'eau. Bon, on verra dans les indicateurs hydriques que ce chiffre, au niveau de l'hydratation, il y a plusieurs indicateurs à regarder, surtout en cas d'obésité et de surpoids. Les indices en dessous, donc sans surprise, l'indice de masse grasse est très supérieur à 1, voire se rapproche de 2. Et l'indice de masse musculaire et de masse osseuse sont assez bons, puisqu'en parallèle, la personne va développer quand même une bonne masse musculaire et une bonne masse osseuse, malgré l'excès de masse grasse. Donc, si on regarde les charges en muscle et les charges totales, elles sont quand même assez bien équilibrées, elles sont autour de 1. Donc, si on regarde l'IMC, donc il vous est également donné, donc l'IMC est très élevé ici, supérieur à 40, donc on est bien dans une obésité massive chez cette patiente. On vous donne également la dépense énergétique, donc les besoins de la personne, donc avec des apports conseillés inférieurs et supérieurs. Donc là, ces apports sont corrélés à la masse grasse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le curseur se situe dans la zone rouge ici. Donc, le logiciel va conseiller de réduire ce que la personne consomme de moins 5 à moins 20% par rapport
à la dépense énergétique initiale pour engendrer une perte de poids. Vous retrouvez également donc, la masse grasse à hydratation constante. Donc ici, elle est très importante, 44,55% de masse grasse. Donc, ce n'est pas forcément très pertinent de comparer à la référence estimée, puisque pour des références, on se base sur des patients assez standards. Donc, ce n'est pas forcément ce qui est le plus pertinent à faire. Ce qui est bien, ce sera de suivre surtout l'évolution de ce patient. Et dans la masse musculaire squelettique, là aussi, c'est pas forcément très pertinent de comparer la masse musculaire à la référence, puisque forcément, si on compare une personne en obésité à un individu standard, forcément, la masse musculaire ne sera pas la même, puisque déjà, le poids n'est pas le même. C'est pas ici, donc ce qui sera intéressant surtout, c'est de regarder le rapport sur la masse en graisse que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour comparer un petit peu la masse musculaire de la personne par rapport à la masse en graisse. Donc ici, 51%, c'est un bon rapport par rapport à sa masse en graisse. En ce qui concerne les indicateurs hydriques, donc l'hydratation hors graisse, donc on a vu qu'il y avait un déficit de moins 6 litres. Ici, la personne apparaît très déshydratée, 62%. Bon, ça, on verra plus dans le détail lors des prochains webinaires, que c'est pas forcément c'est pas ici l'indicateur le plus pertinent à regarder lorsque les personnes sont en surpoids. Il existe d'autres indicateurs pour évaluer au mieux l'hydratation des personnes en surpoids. Donc, en fonction du taux de masse grasse de la personne, le BioDXpert va vous donner plusieurs taux d'hydratation. En fonction du taux de masse grasse, il y aura des indicateurs qui seront plus pertinents à utiliser que d'autres. On va passer maintenant rapidement à une dernière étude de cas. Donc, là, on va voir comment le BioDXpert peut aider au diagnostic d'ostéopénie ou d'ostéoporose. Donc, j'ai pris une patiente, donc 58 ans, 1m65, 55 kg. Donc, en ce qui concerne les écarts théoriques, donc assez bon équilibre. Il y a un léger excès de masse grasse, mais bon, ça reste quand même dans les normes. Au niveau de la masse musculaire, là, par contre, ça pose un petit peu problème. Il y a un déficit important, moins 2,65 kg par rapport à la référence. Et il y a une assez bonne hydratation, très léger déficit hydrique, mais ici, ça reste quand même une bonne hydratation ici. Au niveau de la cible, donc c'est un assez bon équilibre global, hormis les indicateurs du squelette et du muscle. Et en ce qui concerne les indices, donc l'indice de masse grasse, de charge en muscle et de charge totale sont assez bien équilibrés. Par contre, on regarde que la masse musculaire et la masse osseuse, ils se situent dans la zone orange. Donc, on va les regarder un petit peu plus en détail. Donc, en ce qui concerne l'indice de masse musculaire squelettique, on observe que la valeur calculée est inférieure à la référence estimée. Donc, moins de 65 kg. Donc, le rapport sur la masse en graisse est également assez faible ici. Si on regarde l'indice de masse, l'index FFMI, il est aussi assez faible. Donc, on peut ici poser le diagnostic de dénutrition. Et si on regarde le contenu minéral osseux, on voit qu'il est assez faible. On voit qu'il est que la valeur indicative est faible par rapport à la référence estimée. Il y a à peu près 340 grammes de différence entre les deux. Donc là, on pourrait supposer un risque d'ostéoporose ou d'ostéopénie. Bien sûr, le BioDXpert ne suffit pas à poser le diagnostic. Il faut orienter vers des examens complémentaires, mais ça peut vous aider à orienter votre patient et de prendre en charge précocement une ostéoporose ou une ostéopénie. En ce qui concerne les autres pathologies, donc le BioDXpert est aussi un outil intéressant dans le suivi des pathologies rénales et cardiaques. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va retrouver l'équilibre hydrique et l'équilibre hydrique hors graisse. Donc là, on va pouvoir voir comment la quantité d'eau est répartie entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire et voir un petit peu comment se situe la balance sodium-potassium. Donc, ces deux indicateurs sont assez importants dans le suivi de ces pathologies. Donc ici, ça reste, avec ces deux indicateurs, on peut faire un suivi pertinent. Et on a également des indicateurs qui vont vous permettre d'évaluer les risques cardiovasculaires et les risques métaboliques. Donc là, ce sont des résultats de ratio qui sont accompagnés des seuils d'alerte. Donc ça vous permet, en fonction du regard du patient, un patient par exemple qui présente des pathologies, de suivre ces ratios et d'en tirer des informations relatives à son état nutritionnel. Voilà. Donc pour finir,
le Biodi Expert, donc la bioimpédancemétrie, c'est vraiment plus sensible et plus précis que c'est un outil plus sensible et plus précis que le poids et les mesures anthropométriques. Donc, comme on peut retrouver la pince à pli cutanée ou encore les circonférences musculaires brachiales. Ça permet vraiment d'apprécier l'évolution des compartiments, mais aussi de suivre les évolutions. C'est vraiment un outil assez efficace pour effectuer le diagnostic nutritionnel grâce aux différents indicateurs. Donc, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, il y a plusieurs webinaires qui vont suivre celui-ci. Donc, on rentrera beaucoup plus dans le détail des pathologies et on aura des intervenants qui vont intervenir sur chaque pathologie. Donc, déjà, dès jeudi prochain, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura Jean-Pierre Mans qui interviendra pour nous parler de la sarcopénie et de son utilisation du Biodi Expert. Donc, c'est jeudi prochain à 13h. Donc, j'espère que vous serez nombreux pour ce webinaire. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Bonjour à tous, donc nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous avons déjà reçu des questions par mail, donc je vais les poser à Salomé. Alors, Salomé, première question. Oui. Qu'est-ce que l'IR et quelles sont les valeurs de l'IR? Alors, l'IR, donc je l'ai pas évoqué lors de ce webinaire, mais c'est le rapport d'impédance. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Biodi Expert, c'est un appareil multifréquence. Donc, il y a 5 fréquences précisément. Donc, l'IR, donc c'est le rapport d'impédance entre la plus haute fréquence, donc Z200, sur la plus petite Z5. Donc, ce résultat va correspondre principalement à une représentation normale ou anormale de la distribution des fluides et des électrolytes au moment du passage du courant. Donc, grâce à ce chiffre, on va voir si le courant circule bien dans le corps. Donc, plus l'IR est bas, au mieux c'est. Et si l'IR est élevé, c'est un indicateur qui témoignera d'un état inflammatoire. Donc là aussi, pour le diagnostic nutritionnel, c'est un indicateur assez intéressant. Donc, en ce qui concerne les valeurs de référence, donc pour les femmes, donc ce sera entre 0,75 et 0,81. Et pour les hommes, entre 0,73 et 0,80 de mémoire. Voilà, Pierre. J'espère que j'ai répondu aux interrogations. J'ai une autre question. Comment faire si mon patient est alité pour prendre la mesure? Alors, on peut faire les mesures en position alité. Donc, la prise de mesure est un petit peu différente. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que la personne alitée va relever sa jambe droite vers l'intérieur. Donc, elle va venir positionner l'appareil sous les malléoles de son pied droit, comme en position assise. Bien, on humidifie toujours, donc les 4 électrodes, l'arrière du pied droit et les doigts de la main droite. Et la personne va appuyer et maintenir la pression. Si la personne n'arrive pas à maintenir la pression, ce qu'elle peut faire, ce que le praticien peut faire, c'est qu'il peut, en mettant un gant, l'aider à maintenir la pression si cela est trop difficile pour le patient. Okay. Il y a des vidéos qui sont disponibles, là, on pourra vous les envoyer, vous envoyer le lien si vous le souhaitez. Alors, j'ai une autre question. Combien faut-il de fréquences en bioimpédancemétrie et combien de fréquences a le Biodi Expert? Je pense que vous y avez répondu tout à l'heure, mais bon, c'est une question qui a été reposée. Alors, le Biodi Expert a 5 fréquences. D'accord. Il dispose de 5 fréquences. Et donc, la question est également quelles sont les fréquences et pourquoi ce choix de fréquences? Alors, pourquoi? Donc, pour calculer, avec la fréquence, la plus petite fréquence, on va pouvoir calculer uniquement l'eau extracellulaire. Avec la fréquence à 50, on va pouvoir traverser les cellules, donc calculer l'eau intracellulaire, la masse protéique métabolique. Et avec les autres fréquences, on va pouvoir affiner les résultats et obtenir beaucoup plus de précision sur nos résultats. Voilà. D'accord. Merci. J'ai une autre question. Y a-t-il des contre-indications absolues à la bioimpédancemétrie des populations sur lesquelles on ne pourrait pas faire de mesures? Alors, oui, alors on déconseille de faire les mesures aux personnes porteurs d'un dispositif cardiaque, de type pacemaker, et les femmes enceintes qu'on déconseille. On déconseille aussi de faire des mesures sur des enfants. C'est pas que c'est déconseillé, c'est juste que nos algorithmes ne sont pas adaptés à ce type de population.
Donc, ce qu'on propose, ce qu'on préconise, c'est de faire les mesures à partir après la puberté, donc vers 15-16 ans. Et après, on a quelques précautions concernant les prises de mesures. Hein, donc, si possible, de faire toujours les mesures au même moment de la journée, puisque les impédances vont varier du matin au soir. Donc, elles vont un petit peu diminuer. Donc, si vous faites la mesure le matin, il se peut que le soir, vous obtiendrez... Si vous faites la mesure une fois le matin et le lendemain, dans 10 jours, vous faites la mesure le soir, il se peut que les résultats soient un petit peu différents de par la diminution des impédances. Donc, ce qui est bien, c'est de la faire toujours au même moment de la journée. On déconseille de faire la mesure après un repas copieux, après la prise de café, de thé en excès, la prise de boissons alcoolisées, ou encore après une activité physique. Donc, pas de métal au contact de la peau également, ça peut fausser les impédances. Chez les femmes, donc pas de mesure en période de menstruation. Dans une ambiance tempérée, hein, dans l'idéal. Voilà un petit peu pour les précautions de mesure. Si vous respectez toutes ces mesures, toutes ces conditions, il n'y a pas de souci en ce qui concerne les résultats. Merci Salomé. J'ai une autre question de M. Rossignol concernant les valeurs de référence. Donc, M. Rossignol utilise le BioDixpert et souhaiterait savoir s'il serait possible d'avoir un tableau de synthèse sur les valeurs de référence des différents indicateurs. Alors, les valeurs de référence, pour les indicateurs, elles sont recalculées à chaque fois en fonction du patient, c'est un petit peu individualisé, donc en fonction du poids, de la taille, du sexe et de l'âge, les valeurs de référence vont un petit peu changer. Par contre, les valeurs de référence restent les mêmes pour l'angle de phase, l'IR et l'index ASMI, l'index FFMI. Donc, si c'est de ces valeurs de référence que vous parlez, donc il n'y a pas de souci, hein, je peux vous écrire un mail en vous faisant parvenir toutes ces valeurs de référence. J'ai une question de M. Durand. Donc, le logiciel BioDixpert est-il payant? Alors, il n'y a pas de supplément à rajouter pour le logiciel aujourd'hui. Quand vous vous équipez du BioDixpert, vous avez le logiciel BioDixpert qui est inclus avec. Voilà. J'ai une question de Mme Cousseau-Euridis. Dans la version Windows, il y avait la valeur de référence de l'IMC. Peut-on la voir dans cette nouvelle version? Alors, vous avez l'IMC qui est placé en haut de votre tableau de bord et vous avez les fourchettes de normalité à gauche et à droite. Mais on n'a pas... on a juste les fourchettes de normalité qui sont indiquées. Donc, de 18,5 à 24,90. Après, n'hésitez pas, donc là je parle aux utilisateurs, hein, si vous avez des idées, n'hésitez pas à faire des remontées. À Salomé, hein, on est en perpétuelle évolution, on est sur un système qui est sur le cloud, qui est mis à jour. Donc voilà, lorsqu'on a un certain nombre de remontées, on fait évoluer le logiciel et c'est comme ça qu'il a évolué ces 20 dernières années au niveau des dispositifs et des logiciels. Voilà. Voilà, n'hésitez pas, Eurydice, à nous renvoyer des propositions. Voilà. J'ai une autre question. Oui. Dans le cadre d'une personne qui aurait une reconstruction mammaire, est-ce que la mesure serait modifiée? Ou faut-il modifier quelque chose au moment de la prise de mesure? Alors non, il faut juste renseigner la taille du bonnet, donc même après l'opération, au moment de la prise de mesure. D'accord. Donc la personne me demande aussi pourquoi il faut rajouter la taille du bonnet. Alors pourquoi? Puisque tout simplement, on va considérer que le gras de la poitrine, c'est du bon gras, et du coup, on va le déduire de la masse grasse. C'est pour ça qu'on vous demande la taille du bonnet ou avant ou après opération. D'accord. C'est bon, la personne vous remercie. J'ai une question donc, de Christine qui aurait eu un message entre deux mesures. Donc Christine, dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous appeler. Appelez-nous cet après-midi, on regardera ensemble de quoi il s'agit. Voilà. Notre question de Julien Durand, quel problème si utilisation avec des jeunes de 14 ans?
Alors, le problème, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, nos algorithmes ne sont pas adaptés pour les enfants. Et du coup, vous risquez un petit peu d'avoir des résultats un petit peu incohérents, surtout en ce qui concerne l'hydratation. C'est pour ça qu'on déconseille de faire les mesures aux personnes jeunes, hein. À partir de 15-16 ans, il n'y a pas de problème, nos algorithmes sont bien adaptés. Mais avant, ça risque un peu d'être compliqué. Mais bien sûr, Ok. on est en train de chercher, d'évoluer sur ça et de pouvoir vous proposer des algorithmes qui sont des algorithmes adaptés aux jeunes enfants. Alors, j'ai une question de Henri. Comment le Biodi Expert peut-il voir un hypercatabolisme avec l'augmentation des besoins énergétiques? Alors, le Biodi Expert ne peut pas le voir malheureusement, il ne prend pas en compte l'hypercatabolisme. Donc, ce qui sera bien de faire, c'est une fois que vous avez votre dépense énergétique, donc la dépense énergétique prend en compte uniquement le métabolisme de base que l'on va multiplier par le coefficient du niveau d'activité physique. Donc, ce qui est bien de faire, c'est qu'une fois que vous avez cette dépense énergétique, vous pouvez manuellement multiplier par un facteur d'agression pour ajouter pour prendre en compte l'hypercatabolisme de la personne. Mais le logiciel ne le propose pas. Merci Salomé. Donc j'avais une autre question aussi concernant le Covid actuellement et Oui. la désinfection. Est-ce qu'il y a une procédure? Qu'est-ce qu'on doit faire avec son appareil pour éviter tout risque de contamination? Donc, vous pouvez désinfecter avec soit des lingettes, soit avec un coton, une solution alcoolique. Donc, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de problème sur les électrodes. Donc, vous pouvez passer un petit peu d'alcool sur l'appareil, il n'y a aucun problème. Pas de souci pour la désinfection du Biodi Expert. D'accord. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, à les poser sur Facebook aussi. Hein, on est là pour vous y répondre. Ah, j'ai une autre question. Peut-on voir un œdème avec le Biodi Expert? Alors oui, bien sûr. Alors, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on peut le voir avec les indicateurs hydriques, hein. Ici. Donc, l'équilibre hydrique en haut et l'équilibre hydrique en graisse. Donc, la différence ici, dans l'équilibre hydrique en graisse, c'est qu'on enlève l'eau du gras, les 15% qu'on estime contenus dans le tissu adipeux. Du coup, avec ces équilibres, si vous observez une augmentation du compartiment extracellulaire, donc le compartiment extracellulaire se situe sur la gauche, c'est le premier compartiment à gauche. Donc si là vous observez une augmentation assez importante, c'est que le patient fait de la rétention d'eau. Donc les œdèmes seront ici, vus ici avec l'appareil. Tout ce qui est pathologie rénale, cardiaque également. Ok. Merci Fabienne pour votre commentaire. Voilà, Sanitol, c'est vrai que c'est virucide. Donc, il faut utiliser des produits virucides, effectivement, hein, sur les objets. C'est toujours préférable. Le gel hydroalcoolique, c'est bien pour hydrater, mais voilà, pour désinfecter, c'est mieux d'utiliser des virucides. Voilà, donc, il y a différents types de produits. Alors, Marie-Christine Robert, vous n'avez plus le son. On a bien le son. Je suis désolé, je pense que vous avez perdu le son en chemin. Alors, j'ai une autre question. Comment utiliser l'eau intra et extracellulaire, donc l'indicateur, dans le diagnostic nutritionnel? À quoi ça sert et comment l'utiliser? Donc, comment l'utiliser? Donc, on va surtout regarder ce qui est bien, c'est de comparer la valeur calculée par rapport aux références, hein. Donc, les références estimées sont indiquées toujours en dessous. Donc là, c'est la référence pour les femmes, par exemple. Pour les hommes, elle est un petit peu plus différente. Donc, c'est environ 38% d'extracellulaire et 62% d'intracellulaire.
Donc, ce qui est bien, comme je vous dis, c'était de comparer. Et si vous observez une augmentation ou une diminution par rapport aux références, après, vous pourrez déjà soit poser s'il y a des pathologies, par exemple des pathologies rénales ou des pathologies cardiaques, si les patients prennent des traitements associés, donc là, c'est normal qu'on observe un déséquilibre hydrique, puisque les traitements vont agir sur cet équilibre. Et si, par exemple, la personne n'a pas de traitement, ne prend rien, donc là, on pourra dans un premier temps questionner le patient sur l'alimentation. Est-ce que notre patient a une alimentation trop salée ou pas assez salée, ou inversement une alimentation trop riche en potassium ou pas assez. Et à ce moment-là, on pourra agir sur ces deux minéraux pour un petit peu rééquilibrer cet équilibre. Merci Salomé. Alors, on a plusieurs questions. Donc, question de Julien. Combien de fiches patients individuelles peut-on créer? Donc, je vais répondre à cette question. Julien, aujourd'hui, le nombre de fiches patients à créer donc dans la base Biody Manager est illimité. Vous pouvez créer autant de patients que vous souhaitez. Ensuite, sur votre deuxième question, existe-t-il des rapports à envoyer par mail? Oui, donc Salomé va vous montrer. On peut soit imprimer un rapport donc sous forme de tableau de bord, comme on le voit à l'écran, en PDF, soit en papier. Donc, on peut soit le mettre en PDF, soit en papier, si on veut remettre un dossier écrit à son patient. Et puis, si vous avez des patients un peu connectés, vous avez aussi une application qui s'appelle Biody Control, qui peut être activée, qui permet au patient de télécharger une application sur laquelle il retrouvera toutes ces données de composition corporelle, donc pas toutes, les principales données de composition corporelle et également son suivi. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose d'assez apprécié. C'est vrai que ça évite, pour l'écologie, c'est bien, ça évite d'imprimer un rapport. Et puis, c'est assez simple d'utilisation. Ça permet aux patients de rester motivés, de partager et de montrer à ses proches son évolution sur l'application Biody Control. Voilà. Voilà, donc deux possibilités une fois que vous êtes sur Biody Manager. Donc, soit Biody Control, donc vous cliquez dessus, vous renseignez le mail de votre patient, vous validez et la personne va recevoir un lien par mail pour pouvoir créer son compte Biody Control. Soit vous pouvez enregistrer en PDF pour l'envoyer par mail. Donc, vous cliquez sur imprimer ici. Donc là, vous avez le tableau de bord. Bien sûr, vous pouvez personnaliser votre tableau de bord avec les indicateurs que vous souhaitez envoyer à la personne. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le tableau de bord complet. Donc, une fois que vous arrivez sur cette page, imprimer. Donc, et là, vous pouvez enregistrer au format PDF et l'envoyer par mail, sans aucun problème. Et sinon, comme Pierre vous l'a dit, vous avez également l'application Biody Control qui permet au patient de suivre ses évolutions directement depuis son téléphone. Alors, une question. Le partage avec Biody Control se fait-il automatiquement après la première mesure? Question de Fabienne. Alors oui, il suffit uniquement de l'activer la première fois et après la personne va recevoir ses évolutions directement depuis directement sur l'application. Une fois que c'est activé, il n'y a plus besoin d'en renvoyer une autre invitation. Donc voilà, il faut faire une activation une fois avec l'adresse email du patient. Et puis ensuite, il pourra retrouver systématiquement toutes ces mesures sur son téléphone. Alors, j'ai une autre question. Je souhaiterais, donc question de Marie-Christine, je souhaiterais ajouter un indicateur de mesure qui serait le périmètre ombilical, mais je ne peux pas l'ajouter. Par contre, je n'ai plus de son pour la réponse. Alors oui, on va vous la noter, la réponse. Donc, rajouter aujourd'hui, pour vous répondre, on ne va pas pouvoir le rajouter dans les médias, mais ça fait partie des améliorations. Vous pouvez nous faire remonter les améliorations et on en tiendra compte. En revanche, ce que vous pouvez faire, si vous n'utilisez pas toutes les données, vous pouvez peut-être essayer d'utiliser une des données de périmètre corporel en sachant, vous, qu'il s'agira du périmètre ombilical pour votre propre suivi. Voilà. Donc, si par exemple, vous n'utilisez pas toutes les données centimétriques des périmètres corporels, imaginez utiliser une des données pour le périmètre ombilical dans l'immédiat. Voilà. Ce qui vous permettra de faire votre suivi. Alors, je vous l'écris. Donc, si possible, pas le rapport taille sur hauteur, puisque dans les suivis des risques cardiovasculaires, il y a quand même
ces deux rapports qui sont calculés. Donc le tour de bras ou le tour de cuisse, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les poser sur le chat, hein. On est là pour ça aujourd'hui. J'ai une question. De quel côté se fait la mesure avec le BioXpert? Je pense que c'est quelque chose que vous avez montré tout à l'heure, Salomé, tout à l'heure. Alors oui, la mesure se fait toujours du côté droit. Donc la personne en position assise va ramener sa jambe droite vers l'intérieur, soulever le talon légèrement du sol et venir positionner l'appareil sous les malléoles du pied droit en tenant bien l'appareil, donc 2 à 3 doigts sur l'électrode du dessous et le pouce au niveau du bouton. Donc la personne reste appuyée environ 10 secondes et la mesure est effectuée directement. Ok. Pas d'autres questions? Alors oui, bien sûr, vous pouvez ajouter les mensurations après avoir fait la mesure. Donc je vais vous le montrer, donc je vais repartager mon écran. Donc, une fois que vous êtes sur le tableau de bord de votre patient, vous cliquez sur mesure, ici. Et donc là, vous avez toutes les mesures de vos patients qui apparaissent. Et vous avez un petit icône violet ici, modifier. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez renseigner ici un tour de taille, tour de cuisse, tour de bras, tour de hanche, tour de buste. Et les mensurations seront ajoutées pour la mesure du jour. Et pensez bien à enregistrer en bas à droite si vous renseignez les mensurations. Voilà. Écoutez, il est 14h. Il est l'heure de fin du webinaire. Donc voilà, nous vous remercions tous. Sachez que ce webinaire sera rediffusé sur Facebook d'ici quelques heures, donc vous pourrez le revoir. Nous allons aussi, comme Salomé l'a dit, programmer d'autres webinaires liés à différentes pathologies ou associations dans le cadre du diagnostic nutritionnel auquel vous serez conviés. Et n'hésitez pas aussi à voir les webinaires précédents, hein. La plupart sont sur Facebook en replay. Ou à poser vos questions par mail. Voilà, nous vous souhaitons une très bonne journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.